Je vous présente la prochaine conférencière. Dans la nouvelle loi sur le bien-être animal et la sécurité de l'animal, le chapitre B3.1, en quoi concerne-t-elle les producteurs de bovins? Donc, j'inviterai Mme Hélène Trimpagnier, une ancienne professeure de l'ITA Campus La Pocatière, adjointe à la médecine vétérinaire en chef et conseillère experte en bien-être des animaux d'élevage au MAPAC. Madame Trimpagnier, de la Direction de la santé animale du MAPAC, est impliquée en bien-être animal depuis 2002. Elle était conseillère experte en bien-être des animaux d'élevage jusqu'à sa nomination à titre de médecin vétérinaire en chef du Québec en septembre 2016, c'est tout récent. Elle a assuré la rédaction et la mise en œuvre de la stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux. Elle siège sur diverses instances nationales, dont le comité de rédaction du Code canadien des pratiques recommandées des veaux. Madame Trimpagnier, à vous. Donc, mais bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour venir vous parler de la nouvelle loi qu'on a au Québec pour le bien-être des animaux. C'est nécessairement une présentation générale. Quand on parle de cas spécifiques, il faut toujours se référer à un avocat. Je suis médecin vétérinaire, pas avocat, donc ce qu'on va vous donner ici, c'est des grandes lignes. Mais naturellement, quand on parle de cas particuliers, il faut vraiment y aller là, avec un aviseur légal là, pour être sûr d'avoir les bonnes interprétations. Donc, aujourd'hui, je vais voir avec vous un peu comment les Québécois commencent à voir le bien-être animal, pour ensuite vous parler un petit peu là, de ce qui a changé en décembre passé là, au niveau légal pour les animaux. On va ensuite se concentrer sur la nouvelle loi, qui est le cœur là, des nouvelles obligations. Par la suite, je vais vous parler de comment se font les inspections. C'est une information que je suis sûre que vous allez vouloir savoir. Et quelles sont les pénalités qui sont prévues par la loi s'il n'y a pas respect là, des obligations. Et je vais terminer en vous parlant un petit peu là, de ce que le MAPAC prévoit faire pour la mise en vigueur de cette loi-là. Il y a différentes activités là, qui sont prévues. Donc, je vous débute avec ça. Dans Elle Québec, qui n'est pas exactement un journal là, spécialisé, en septembre 2012, il y avait un article qui disait « Est-ce qu'on a des devoirs envers les animaux? » Et dans cet article-là, il y avait certains éléments comme donc, soigner son chien ou manger des hot dogs, c'est faire de la discrimination selon l'espèce. Ça, c'est dans l'article de Elle Québec. On pouvait lire aussi que le mot spéciste, ça veut dire que ce serait aussi répréhensible que d'être raciste ou sexiste, donc de faire de la discrimination selon la race. Donc, vous voyez qu'au Québec, par rapport au lien avec les animaux, il y a des choses qui sont en train de changer. Donc, au Québec, on a ce qu'on appelle la stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux. Et dans ce cadre-là, on avait fait en 2013 un sondage auprès des Québécois. Donc, on a essayé de voir comment les Québécois percevaient l'élevage et, entre autres, vous voyez les chiffres ici, à la ferme, de façon générale, les gens ont une assez bonne opinion de comment les animaux sont élevés. Par contre, quand on commence à parler d'opérations d'abattage, on voit que l'écart se met à diminuer et quand on parle de transport, à peu près une personne sur deux pense que les animaux ne sont pas bien transportés au Québec. Donc, vous voyez que c'est une perception là, générale qui se fait là, par la population. On a aussi demandé pour différentes espèces. Dans le cas des vaches, là, on avait le mot « vache » parce qu'on ne pouvait pas aller de façon très spécialisée, donc c'est sûr ça inclut les bovins laitiers. Mais vous voyez que la perception demeure quand même assez bonne. Où ça devient moins bon, c'est pour les élevages plus concentrés par volaille. Donc, en gros, c'est à peu près l'état d'esprit des gens au Québec là, par rapport au bien-être. Oups! C'est allé trop vite, mais les moins de 25 ans sont beaucoup plus critiques que l'ensemble du reste de la population.
Ce qui veut dire que vos futurs clients, ceux qui vous allez traîner encore pendant de nombreuses années, bien, ça se peut qu'ils soient plus exigeants envers vos pratiques. Et ce n'est pas juste au Québec, c'est partout dans le monde. Et l'impact de tout ça, bien, il y a certains qui commencent à consommer moins de produits animaux. Les exigences augmentent et souvent, c'est les détaillants et les grandes chaînes qui vont se mettre à imposer des choses. Par contre, compte tenu que c'est un sujet de l'heure, il y a beaucoup de recherches et heureusement, parce que c'est ça qui va nous aider à avoir les vraies bonnes pratiques. Et partout dans le monde, les lois, les projets pleuvent en matière de bien-être. Au Québec, on l'aborde de deux façons. La stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux, où on travaille ensemble pour améliorer les choses. Mais il y a eu des modifications législatives et réglementaires dernièrement. Donc, peut-être vous avez entendu à l'automne l'année passée le projet de loi 54, il y a eu des commissions parlementaires. Donc, c'est ça, je vais vous parler brièvement. Tout ça a abouti en décembre. À l'unanimité, l'Assemblée nationale a adopté la loi visant l'amélioration de la situation juridique de l'animal. En fait, cette loi-là, c'est une loi qui comprenait différentes sections. Donc, une première partie qui modifie directement le Code civil du Québec. Une deuxième partie, c'est une nouvelle loi qui est mise en vigueur. Et une troisième partie qui est plus technique. Donc, la troisième partie, c'est vraiment comment la poutine, comment ça va être mis en vigueur au Québec. La première partie sur la modification du Code civil, ce que ça vient faire essentiellement, on vient modifier le statut légal de l'animal. Et désormais, au Québec, l'animal est plus considéré comme un bien. Et enfin, la troisième partie, on avait une loi sur le bien-être qui est remplacée carrément par la nouvelle loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Donc, dans les faits, vous avez à l'Assemblée nationale ce document-là qui a été adopté. Pour le Code civil, vous ne pourrez pas trouver sur l'Internet comme tel le texte lui-même tout seul. C'est directement incorporé dans le Code civil. La nouvelle loi, par contre, si vous allez sur le site des publications du Québec, vous pouvez aller rechercher le texte directement et ça fonctionne par numéro. Donc, le numéro à retenir pour ça, c'est le B3.1. Le Code civil, sa modification, il y a quelques articles, mais le plus important, c'est le premier. On vient dire que les animaux ne sont plus des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Donc ça, c'est la première partie de la modification du Code civil. La deuxième phrase, qui est importante aussi, on vient dire qu'il y a des dispositions que les animaux, qui concernent les animaux, bien, ça continue quand même à s'appliquer malgré le changement de statut. Donc, l'exemple, la loi sur le bien-être, c'est un exemple de disposition particulière. Ça continue à s'appliquer. Peu importe que l'animal, maintenant, est plus considéré ce qu'on appelle un bien meuble, mais un être doué de sensibilité. Donc, là-dessus, je n'irai pas plus loin parce que ça, c'est vraiment une modification du Code civil qui relève des lois générales du Québec et non pas là, de ce que fait le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation. Donc, ce que je veux vous parler plus particulièrement après-midi, c'est la nouvelle loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. En fait, cette nouvelle loi-là a un préambule, ce qui est quand même rare pour une loi au Québec. Et il y a 96 articles qui sont divisés en 10 chapitres. Donc, c'est sûr qu'on ne verra pas tout ça aujourd'hui. Là, on va se concentrer sur les éléments les plus pertinents. Donc, quels aspects sont concernés par la nouvelle loi? Là, je vous fais un résumé parce que dans la loi, c'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo, c'est tous les animaux domestiques et dans certains cas, les hybrides quand ça s'applique. Ce qui est nouveau par rapport à notre ancienne loi, c'est que les renards roux et les visons pour la fourrure sont maintenant couverts par la loi du MAPAC et non pas par celle de la faune, parce qu'au niveau des animaux de la faune en captivité, il y a aussi une loi qui les protège au niveau bien-être.
Et le ministère s'est laissé aussi la possibilité de pouvoir désigner par règlement d'autres espèces. Et ça, c'est pour tenir compte, par exemple, actuellement, des cailles, dans un élevage, ce n'est pas la loi du MAPAC qui s'applique, mais celle de la faune. Donc, ça, c'est un élément que les deux ministères travaillent actuellement pour voir qui va faire quoi pour essayer de garder la logique, là, de si c'est pour l'alimentation, ça serait de l'inspection faite par le MAPAC. Là. La loi permet aussi, un problème qu'on a parfois, c'est que, par exemple, dans une animalerie, on peut avoir des espèces qui seraient couvertes par notre loi, puis d'autres couvertes par celle de la faune. Donc, il y a la possibilité dans la nouvelle loi de, si on a à intervenir, l'inspecteur va pouvoir, par exemple, saisir tous les animaux qui sont présents, puis après ça, s'il y a des poursuites, ça se fera selon une ou l'autre loi, mais on ne serait pas obligé d'en prendre juste une partie ou faire une opération conjointe avec les gens de la faune. Donc ça, c'est une nouveauté là, dans la loi B3.1. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut changer? OK. Donc, on ne verra pas... Décidément. Donc, aujourd'hui, on va surtout s'attarder à 3 articles qui sont quand même pas mal le cœur de la loi, c'est-à-dire l'article 5, qui vient dire un peu c'est quoi le bien-être ou la sécurité de l'animal, l'article 6, qui parle de détresse, puis l'article 7, qui vient un peu encadrer certaines activités particulières comme l'agriculture, la médecine vétérinaire, l'enseignement, la recherche. Puis je vais aussi vous faire rapidement aussi quelques articles qui peut-être peuvent être d'intérêt là, pour vous, parce que vous ne faites pas nécessairement tous du bovin de boucherie seulement. Donc, l'article 5, en fait, ressemble beaucoup à un article qu'on avait dans notre ancienne loi. Donc, je vais vous faire un peu un parallèle. Et aussi, vous allez voir les mots en couleur, c'est ce qui vient un peu caractériser une loi par rapport à l'autre. Donc, dans notre ancienne loi, on parle... Dans les 2 cas, cet article-là vient faire une liste de c'est quoi du bien-être. Dans le cas d'une loi, c'était écrit un peu à la négative, puis dans l'autre loi, de façon plus positive, mais en gros, ça se ressemble beaucoup. Dans les 2 cas, dans cet article-là, on parle vraiment de propriétaire ou de gardien. Ça, c'est un mot-clé qu'il faut retenir quand on va parler du prochain article. Donc, si vous êtes propriétaire ou gardien d'un animal, peu importe lequel au Québec c'est couvert par la loi, vous devez vous assurer que son bien-être ou sa sécurité ne sont pas compromis. Et là, la loi vient dire qu'est-ce que c'est. La nouvelle loi, on rajoute une notion qui était aussi dans l'ancienne, mais pas partout, les impératifs biologiques. Donc ça, c'est une notion qui est dans la nouvelle loi et qui est définie aussi. Voilà. Donc, dans la loi, on vient définir c'est quoi un impératif biologique. Et là, on vient dire que c'est des besoins essentiels. Et le mot « essentiel », dans ce cas-ci, est essentiel absolument parce que ce n'est pas tous les besoins, mais vraiment là, ce qui est absolument incontournable. Et ces besoins-là, c'est soit d'ordre physique, physiologique ou comportemental. Et là, on vient définir un peu plus qu'est-ce qu'on entend par là. Donc, la taille, le niveau de santé, l'activité physique, la sociabilité, les capacités cognitives, l'état de santé et aussi l'adaptation au froid, la chaleur ou aux intempéries. Donc, dans la loi, impératif biologique, c'est défini. Donc, dans notre liste de choses qu'il faut respecter pour que le bien-être, la sécurité soient assurés, le premier élément, c'est l'eau. Les deux articles de loi se ressemblent beaucoup. Le libellé est un peu différent. Dans l'ancienne loi, on retrouvait notre notion d'impératif dans le texte. Dans la nouvelle, ça chapeaute tout cet article-là, donc c'est comme implicite. Donc, ce qu'on veut, c'est que les animaux aient assez d'eau puis en bonne qualité pour convenir à leurs besoins.
Il y a une précision dans la nouvelle loi qui vient dire que de la neige et de la glace, ce n'est pas considéré comme de l'eau pour l'application de l'article. Donc, ça prend de l'eau liquide pour répondre aux besoins de l'animal. Donc, le deuxième point, c'est toute la question du logement. Les deux, encore libellés, se ressemblent. Ce qui se rajoute dans la nouvelle loi, c'est la question de l'espace, de l'aménagement, pouvoir se mouvoir suffisamment. Puis, même si c'est dans la définition d'impératif biologique, on vient répéter la question d'être protégé des intempéries, de la chaleur et du froid. Donc, c'est des éléments qui étaient tenus en compte avant, mais là, c'est plus clair. Donc, si jamais on va en cours, bien, le juge va en tenir compte de façon plus facile. Ensuite, il y a un élément sur le transport. Ça se ressemble beaucoup. Par contre, dans la nouvelle loi, il y a 2 autres articles qui s'appliquent au transport. Je ne vous en parlerai pas parce qu'au niveau du transport, il y a vraiment le règlement fédéral qui continue à s'appliquer et qui est possiblement le plus détaillé. Donc, grosso modo, point de vue transport, ça se continue comme c'était avant l'adoption de la nouvelle loi. Ensuite, on avait un article sur le fait que si un animal est blessé, malade ou souffrant, il faut lui donner les soins. Dans l'ancienne loi, on parlait de soins de santé. Dans la nouvelle, on parle des soins nécessaires. Donc, on vient élargir les soins qu'on a à donner à un animal qui est malade. Il faut penser maintenant tout ce qui est traitement de soutien, de donner de la nourriture, peut-être un peu plus de confort aux besoins, etc. Et il y a le dernier point pour cet article-là, qui est l'animal ne doit pas être soumis à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé. Ça n'a pas changé par rapport à l'ancienne loi. Naturellement, je voulais faire un petit aparté. La loi s'applique sur tout le territoire du Québec. Ça inclut les îles désertes aussi. Et oui. Donc, la chef de ce matin, on pourrait se poser la question si ces impératifs biologiques à elle étaient vraiment bien couverts. Donc, ça serait une autre question à déterminer. Mais comme propriétaire ou gardien, il faut que ce soit vous qui soyez responsable de ça. Donc, grosso modo, l'article 5, c'est ce que j'appelle dans le fond le gros bon sens. Il faut donner de l'eau, de la nourriture, il faut que l'habitat soit convenable, il faut que le transport soit correct. Si l'animal n'est pas bien, il faut s'en occuper, puis il ne faut pas le battre, et il ne faut pas en abuser, le maltraiter. Maintenant, dans la nouvelle loi, on a un article qui est sur la détresse. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Et là, cet article-là commence par « nul ne peut ». Donc, vous vous souvenez, l'article 5, c'était propriétaire ou gardien. Là, cet article-là a une portée plus large. Ça vient couvrir des situations où quelqu'un qui n'a pas de lien avec l'animal arrive et vient, par exemple, blesser un animal, le battre ou des choses comme ça. Donc ça, cet article-là est un peu plus large. Et on ne doit pas faire en sorte que l'animal soit en détresse. Et là, la loi vient définir c'est quoi la détresse. Donc, il y a 3 cas de figure dans notre loi qui vient dire c'est quoi de la détresse pour un animal. Le premier, on dit qu'il ne faut pas que ça soit soumis à un traitement qui va causer sa mort ou lui faire subir des lésions graves si on n'arrête pas immédiatement. Dans ce cas-ci, le mot traitement, il ne faut pas le prendre dans le sens d'un traitement médical. C'est la façon dont on agit avec l'animal. Donc ça, c'est vraiment le premier cas détresse. Le deuxième, on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un traitement, encore une fois, dans le sens large, qui va causer des douleurs aiguës. Donc là, on vient rajouter un élément du mot détresse. Et il y a le dernier qui vient dire que lui va être plus difficile à aller cerner, mais il ne faut pas causer de l'anxiété ou des souffrances excessives. Donc ça, c'est un nouvel article dans la loi qui vient encadrer des situations que dans l'ancienne, on n'était pas en mesure là, de pouvoir agir. En fait, on a notre article 7 qui est très important pour vous en agriculture parce que ça vient moduler un peu les 2 articles qu'on vient de voir.
Donc, on vient dire que les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas en agriculture, en médecine vétérinaire, en enseignement, en recherche, mais il y a une condition pour ça. Il faut que ça soit pratiqué selon les règles généralement reconnues. Dans le fond, ce que la loi vient dire, c'est qu'on sait qu'en agriculture ou en médecine vétérinaire, par exemple, il y a des situations où si on lit le texte de la loi carrément, bien, ça ne pourra pas fonctionner. Si on fait un traitement, par exemple, sur un animal, bien, ça se peut qu'il va avoir de la douleur sur le moment, mais ce ne sera pas un animal en détresse parce qu'on le fait dans un contexte qui est bien circonscrit. La loi vient aussi dire que les activités d'agriculture, bien, c'est notamment de l'abattage, l'euthanasie. Les expositions agricoles, les foires agricoles sont aussi couvertes par cette modulation-là. Donc, ces 3 articles-là, c'est vraiment les 3 principaux, je dirais, à connaître là, par rapport aux obligations légales en matière de bien-être. Maintenant, c'est quoi une règle généralement reconnue? Ce n'est pas défini comme tel dans la loi, donc je vous dirais qu'on a des exemples de ce que c'est, mais ce n'est pas exclusif ce que je vais vous mentionner ici. En recherche, il y a le Conseil canadien de protection des animaux, ou pour ceux qui sont en enseignement, des gens de l'ITA ici, le Conseil canadien de protection des animaux, c'est un exemple de règle généralement reconnue qu'il faut respecter. En agriculture, au Canada, on considère généralement que les codes de pratique recommandés par le Conseil national de soins des animaux d'élevage, c'est un exemple de règle généralement reconnue. Et vous avez un document qui existe pour les bovins de boucherie. Donc, c'est sûr que c'est un document que, comme producteur, vous devez absolument avoir et consulter parce que c'est le consensus de l'industrie au Canada pour dire bien ça, c'est des pratiques que dans notre secteur, on doit respecter. En fait, ce document-là, c'est basé sur un consensus qui se fait de l'industrie, mais aussi d'autres parties prenantes. Donc, des gouvernements, des gens de protection des animaux. Il y a des gens, des détaillants. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont autour de la table. Et les documents, il y a un projet qui est officiellement mis pour consultation publique. Et ce qui est publié au bout, bien, c'est ce qui est le processus, c'est le résultat de tout ça. Et les documents comme tels, il y a en gros 2 parties. Il y a des bouts qu'on appelle des exigences, qui sont l'espèce de consensus que ça, on ne peut pas vraiment passer à côté. Et il y a les pratiques recommandées, où là, c'est peut-être un peu plus nuancé, mais c'est ce qu'on recommande aux gens quand même d'essayer de s'approcher de ces pratiques-là. Donc, je vais vous donner quelques exemples là, de comment on peut peut-être jouer un peu avec les codes et la loi. Donc, on a une situation ici debout. Dans le code, il y a une partie qui vient dire, bien, il faut que les installations intérieures et extérieures soient faites au moins pour que les animaux puissent se coucher au sec. Donc, vous voyez, il y a une vache ici qui est carrément couchée dans la boue. Ça ne répond pas aux besoins. Puis là, vous voyez juste une partie de la photo, mais je vous garantis que dans cette situation-là, c'est de la boue à la grandeur, puis ce n'est pas nécessairement le coin le moins problématique. Donc, une situation comme ça, bien, ça ne respecterait pas les éléments du code. Ça, naturellement, là, je vous parle de l'aspect légal. Ce que vous avez comme information qui est apparue trop vite, là, mais... en juin, il y a eu un congrès sur le bien-être à Montréal et il y avait un médecin vétérinaire qui supervise des immenses feedlots de bovins de boucherie qui citait cette étude-là en disant qu'au Nebraska, il a été question du Nebraska ce matin, là, c'est une bonne source d'information, semble-t-il. Dans des conditions jusqu'à moins 9 degrés Celsius, s'il ajoutait de la litière, bien, il y avait un gain au niveau là, de tout l'élevage, d'à peu près de 27 sous par livre par animal. Dans les conditions
en Alberta, eux avaient calculé à peu près 120 $ par tête qu'ils allaient chercher net en ajoutant de la litière et ne laissant pas les animaux dans la boue. Je voulais juste vous donner cette information-là parce que le bien-être, oui, c'est un aspect légal, mais c'est aussi souvent une façon d'aller avoir un apport économique là, si on fait les choses de la bonne façon. Là. Naturellement, il y a boue et boue. Donc ça, c'est un cas réel qui est survenu au Québec. Le bien-être, c'est pas du tout ou rien. Il y a de la gradation dans ça. Donc, clairement, c'est une situation qui est absolument non acceptable. Donc, quand on parle d'un point de vue légal, bien, notre loi nous aide à pouvoir agir dans des situations qui ont vraiment aucun bon sens. Là. Un autre exemple, c'est on parlait de l'eau tout à l'heure. Donc, la loi nous dit que l'animal doit avoir accès à une quantité suffisante et qualité d'eau. Dans le code, en fait, c'est plus long que ce qu'il y a ici, mais si vous voyez, c'est assez comparable. Les bovins doivent avoir accès à de l'eau de la bonne qualité. Que ce soit dans le code ou la loi, une situation comme vous le voyez, ça ne serait pas acceptable. D'une part, il n'y a pas assez d'eau, parce que ça, c'est un parc qui avait à peu près une 50aine d'animaux. Là. Donc, la baignoire, ce n'est pas suffisant. Puis, vous voyez que la couleur de l'eau fait en sorte probablement que ce n'est pas une qualité convenable d'eau qui était disponible. Donc, je n'irai pas plus loin. Je voulais juste vous donner un peu un exemple de l'utilisation qu'on peut faire des codes par rapport à la loi. Mais les codes, d'abord et avant tout, c'est pour vous aider dans votre régie habituelle. Puis Mme Côté va vous en parler un peu plus tout à l'heure, là, mais dans le fond, les codes, c'est vraiment comment un élevage devrait se faire au Canada selon les meilleures pratiques. Donc, ces documents-là, habituellement, on parle d'hébergement, d'aliments d'eau, des pratiques d'élevage, la gestion de la santé et du bien-être, le transport, l'euthanasie. Donc, dans ce type de documents-là, ben, c'est ce que vous allez retrouver là, pour les bovins de boucherie, des informations sur ces sujets-là. Il y a un article qui est important à savoir aussi, parce que parfois vous allez avoir à faire des euthanasies à la ferme. Il y a un article qu'on n'avait pas avant sur l'euthanasie. Et on vient définir c'est quoi une bonne euthanasie, donc pour évaluer au niveau de la loi. Donc, l'euthanasie, ça inclut ce qui se passe avant, pendant et après. Donc, il faut faire en sorte que les circonstances qui vont entourer l'euthanasie vont minimiser l'anxiété, l'animal, la douleur. Puis, il ne faut pas que ça soit cruel. Donc, on ne peut pas fesser à coups de bâton sur un animal pour l'euthanasier. Et la méthode elle-même, ça doit amener une sensibilité qui est rapide, puis la mort doit arriver rapidement. Puis en plus, ben, il ne faut pas que l'animal se réveille de là. Donc, si ça arrive, parce que ça peut arriver, ben, il faut tout de suite mettre en œuvre quelque chose pour faire en sorte que l'animal va être vraiment décédé. Et on vient dire aussi que ben, il faut s'assurer que ça a bien fonctionné. Donc, il faut s'assurer d'aller voir que le cœur ne bat plus, puis que l'animal est vraiment là, décédé après l'avoir fait. Donc, c'est la définition traditionnelle d'une bonne euthanasie, mais elle est dans la loi maintenant. Donc, pour un juge, si jamais on a à aller devant lui, bien, au lieu de décrire ça dans un document, c'est déjà inclus dans la loi. Rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'autres articles, si vous avez des chevaux chez vous, maintenant, il y a une obligation de stimulation, socialisation, d'enrichissement. C'est vrai aussi pour les chats et les chiens actuellement. Et éventuellement, il pourra y avoir d'autres espèces par règlement. Pour l'instant, par contre, ce que ça veut dire, ce n'est pas une information qui est disponible là, au niveau du ministère. Donc, ce n'est pas un article probablement qui va être mis en... surveiller beaucoup là, avant que ces éléments-là soient disponibles là, pour les gens, savoir ben, c'est quoi les attentes. On a une interdiction de dresser des animaux pour des combats, donc les combats de chiens, les combats de coqs. Ça, c'est nouveau. Avant, c'était juste dans le code criminel où il y avait cette interdiction-là.
Il y a des éléments sur l'abandon d'animaux qui nous permettent d'agir mieux quand ça arrive. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a le transport, mais c'est assez général, donc pas vraiment de changement par rapport à ce qu'il y avait avant. Et aussi, bien, il y a des possibilités de permis là, prévues dans la loi. Les renards, les visons, les refuges pour chevaux, surtout là, qui sont visés dans un premier temps. Il y a un article, le 64, qui contient énormément de possibilités de règlement, dont un qui permettra au gouvernement d'établir des normes ou dire que certains codes de pratique seraient obligatoires, plutôt de dire que c'est une règle généralement reconnue. Mais actuellement, ce n'est pas en vigueur. Donc, pour ce qui est de l'application de la loi, il y a juste au niveau des chiens et des chats où il y a un règlement qui existe, là, avec du détail là, sur ce qu'on devrait respecter pour les chiens et les chats. Et dans certains cas, c'est vrai si vous avez un seul chien ou un seul chat, mais c'est sûr que ça vise plus les endroits où on fait de l'élevage. Ce qui est nouveau aussi, c'est qu'il y a une obligation pour les médecins vétérinaires et les agronomes de dénoncer au ministre des situations qui ne seraient pas acceptables. Mais la loi vient définir qu'est-ce que c'est. Donc, on parle d'abus, de mauvais traitement et de détresse, comme on a vu tout à l'heure la définition. Donc, ce n'est pas pour toutes les situations, mais c'est vraiment pour tenir en compte qu'il y a un moment donné, ce n'est pas tolérable et ces deux professions-là doivent indiquer au ministre des situations qui ne sont pas correctes. Il y a aussi dans la loi le fait que les personnes qui signaleraient au gouvernement des situations, ils sont protégés par la loi, mais il y a des conditions à ça. Il faut que ça soit fait de bonne foi. Et c'est pour le signalement, c'est pas pour aller sur place puis aller s'occuper des animaux, c'est vraiment juste pour dire, bien, on pense qu'il y a peut-être un problème à tel endroit. Maintenant, pour justement faire des plaintes, bien, il y a une porte d'entrée qui s'appelle le 1844 animaux. Et ça, s'il y a un numéro que peut-être il faudrait vous retenir aujourd'hui, c'est celui-là, parce qu'il peut servir pour d'autres situations aussi de problèmes de santé qui seraient urgents, là. Le 1844 animaux, c'est l'endroit où les gens peuvent porter plainte. Il faut savoir que même vous pouvez faire une plainte si vous voulez, et ça n'a pas besoin d'être nominatif. Vous pouvez rester anonyme si vous voulez, mais dans tous les cas, ça demeure confidentiel. Donc, la personne chez qui la plainte se fait ne saura pas que c'est telle ou telle personne qui a porté plainte. Il faut savoir, par contre, que pour nous, quand une plainte rentre, ça ne veut pas dire que c'est vrai. S'il y a une chose qu'on apprend vite en inspection, c'est que tout ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir aller évaluer ce qui se passe sur place. Parce qu'il y a vraiment tous les cas de figure quand on a des plaintes. Il y a des gens en divorce, il y a des gens qui veulent se venger, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui font toutes sortes de choses. Donc, une plainte qui rentre, c'est selon la situation, ça veut dire qu'on va y aller de façon plus ou moins rapide. Donc, quand on va en inspection sur place, ça peut être sur plainte, mais dans certains cas aussi, ça peut être à l'intérieur de programmes, ou si, par exemple, on va chez vous pour vérifier de la traçabilité, bien, on va aussi examiner les éléments de bien-être en même temps. Donc, grosso modo, comment ça fonctionne? Bien, l'inspecteur arrive, examine la situation, puis essaie d'évaluer est-ce que ça semble conforme ou pas par rapport aux balises de la loi. Si c'est conforme, bien, ça va bien. Dans tous les cas, il y a un rapport de toute façon d'inspection qui est remis aux gens. Quand ce n'est pas conforme, bien là, ça dépend de la situation. Généralement, on va avoir une gradation dans nos actions. On va commencer par faire des recommandations. On va faire des visites de suivi, puis si ça ne va pas bien, bien, on va à ce qu'on appelle un avis de non-conformité. Donc là, on vous avise officiellement qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Puis si ça ne fonctionne pas, là, on passe dans le processus légal lui-même.
On va rédiger un rapport d'infraction puis envoyer ça au ministère de la Justice qui va regarder pour voir s'il va envoyer un document pour vous dire il faut aller en cours pour discuter de savoir s'il y a vraiment un problème ou pas. Et dans les cas plus extrêmes, on peut aller jusqu'à la saisie. Dans certaines situations, quand c'est vraiment des éléments majeurs, on va soit sortir les animaux de là parce qu'on ne peut pas tolérer là, la situation qui se passe. Donc, un exemple de situation, on a eu un appel à un moment donné d'une plainte. Les gens disaient que la personne était en perte de contrôle. Donc, naturellement, ce vendredi, on se présente là. Et ce que vous avez ici, c'est le toit. Les poules sont là, mais la vache ici, là, elle ne pouvait pas se mettre debout. Il y a tellement d'accumulation de litière qu'elle était à genoux comme ça depuis Dieu seul sait combien de temps. En fait, dans cette situation-là, il a même fallu prendre une pépine pour aller casser la litière accumulée tellement que c'était compacté. Donc ça, c'est un exemple on n'a pas fait de gradation dans une situation comme ça. Du moment où ça a été constaté, tout le processus a été mis en branle pour prendre en charge les animaux, là. On ne pouvait pas laisser une vache dans cette situation-là. La même chose, tout à l'heure, notre bovin dans la boue. Ça, c'est des situations graves qui demandent d'agir tout de suite, là. Donc, des cas pas très beaux, on en voit malheureusement, puis c'est pour ça qu'il faut agir, là, pour avoir les outils pour le faire. Maintenant, c'est quoi les pénalités si la loi n'est pas respectée? La nouvelle loi, il y a plusieurs articles, donc ça va beaucoup dépendre, mais la ligne la plus importante, c'est la première. Donc, le gros des amendes, disons, est pas mal là. La première ligne, c'est pour une personne qu'on appelle physique, là, donc si c'est vous personnellement qui est poursuivi. La deuxième, c'est vraiment pour si vous êtes incorporé, enregistré, là, c'est votre personne morale qui va être poursuivie. Donc, les amendes sont plus élevées. Donc, vous voyez que ça part de 2 500 et ça peut aller jusqu'à 125 000. Et s'il y a une première condamnation, puis on a retourné au tribunal, la deuxième fois, si vous êtes condamné de nouveau, ça double et ça va jusqu'à tripler pour si on a encore à retourner en cours. Et dans le pire des cas, on peut aller jusqu'à 750 000, mais là, c'est des ordonnances du ministre. Là, on est dans des situations qui sont très particulières. La nouvelle loi, il y a aussi une nouvelle pénalité qui peut s'ajouter, qui est l'emprisonnement. Il n'y avait pas ça dans notre ancienne loi. Mais là, il y a des possibilités de prison entre 6 et 18 mois, mais ça, seulement pour certains articles et seulement à partir d'une deuxième condamnation. Donc, la première fois que si vous allez en cours, il n'y a pas de possibilité de prison. C'est seulement pour les fois qui viendraient après. Là, vous comprenez que si on retourne encore devant des tribunaux, c'est des situations généralement qui perdurent dans le temps. Il y a aussi la possibilité pour le juge de venir limiter ou même interdire d'avoir des animaux. Ça, on avait ça dans notre ancienne loi. Et un exemple que vous connaissez possiblement, il y a à peu près 2 ans, il y a eu des vidéos sur les veaux de Pont-Rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode-là. Dans ce cas-là, il y a eu une condamnation en vertu de notre ancienne loi. Et le juge a décrété que la personne qui avait posé les gestes de violence envers les animaux ne pouvait pas avoir en sa possession ou sa garde plus que 5 animaux. Donc, dans ce cas précis-là, cette personne-là, qui est un employé agricole, n'est plus en mesure d'être en situation où les animaux seraient malmenés. Donc, ça, c'est une possibilité aussi qu'il y a dans la loi. Oups. Et enfin, il y a aussi, et ça, c'est dans le grand projet de loi d'origine, il y a des modifications à la loi du MAPAC et de la financière agricole où il pourrait y avoir certains programmes du MAPAC qui seraient conditionnels au respect du bien-être.
Ça, par contre, c'est vraiment pas quelque chose qui est en vigueur actuellement. Et les modalités d'application doivent être vraiment regardées. Donc, pour l'instant, ça ne fait pas partie là, des possibilités, mais la loi prévoit qu'éventuellement, il pourra avoir des subventions moindres si, par exemple, vous avez eu des condamnations en vertu de la loi. Donc, le ministère a plusieurs éléments en cours parce qu'une nouvelle loi comme ça entraîne différentes interprétations puis des besoins aussi de faire connaître. Donc, il y a plusieurs chantiers au ministère qui sont partis pour mieux encadrer l'application de la loi. Donc, au niveau de l'interprétation, il y a des guides qui sont en train d'être écrits pour aider le personnel d'inspection à appliquer la nouvelle loi. Au niveau des méthodes d'inspection aussi, là, il y a des éléments qui sont en train d'être mis en place pour mieux grader ce qui est vu puis faire ce qu'on appelle une inspection sur la base du risque. Il y a plusieurs procédures et politiques qui découlent de la nouvelle loi, naturellement. Donc ça, on est en train de le regarder, mais en particulier, pour encadrer les saisies, l'abattage, qui est un nouvel article, ça, il y a vraiment un comité qui regarde c'est quoi la nouvelle interprétation de la loi et qu'est-ce que ça implique. Pour le transport aussi, parce qu'il faut voir avec le fédéral là, comment arrimer les deux lois. Il y a bien sûr de la formation du personnel qui est en cours. Pour le public, il y a des guides d'application qui vont être rendus disponibles, donc pour mieux comprendre qu'est-ce que ça implique pour moi, tel ou tel élément. Pour les médecins vétérinaires et les agronomes, pour la dénonciation aussi, éventuellement, il va y avoir des balises pour encadrer comment le faire. Sur la page web, maintenant, il y a déjà quelques capsules d'information qui existent là, pour expliquer certains articles de la loi. Et il devrait y avoir une foire aux questions aussi là, très bientôt. Par ailleurs, le ministre a mis une obligation dans la loi de mettre en place des règles de biosécurité parce que c'est un élément essentiel et en commission parlementaire, les groupes agricoles ont exprimé fortement leur inquiétude par rapport à ça. Par contre, je tiens quand même à dire que, puis rassurer, au niveau des inspections bien-être, c'est de l'inspection qui se fait là, en lien avec la santé animale. Donc, les inspecteurs sont déjà formés et sensibilisés par rapport à la biosécurité, mais il y a quand même des directives là, par espèce pour les animaux d'élevage qui sont en cours d'élaboration. Il y a aussi des possibilités de règlement, comme je vous disais. C'est inclus dans la loi qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles. Par exemple, les permis. Il y a différents, ce que je vous disais tout à l'heure, les espèces entre la faune et le MAPAC, ça fait partie de règlements qui vont probablement survenir assez rapidement. Et il y a la question des codes aussi, comment ça s'applique, est-ce qu'on va faire un règlement ou pas. Ça pourrait être aussi un élément qui va être regardé. Donc, en conclusion, le bien-être, c'est vraiment une préoccupation de la société au Québec, puis pas juste au Québec, mais au Québec, on sent qu'il y a vraiment de plus en plus une grosse préoccupation des gens. Mais la nouvelle loi va nous permettre de venir combler une partie des besoins. Par contre, la santé des animaux, le bien-être, quand on a des animaux, c'est une responsabilité que tout le monde dans la salle, on partage. Puis ça, c'est vrai pour chaque animal. Dans le cas comme vous, qu'il y a plusieurs animaux, c'est le lot aussi. Puis naturellement, c'est au quotidien que tout ça se fait. Donc, chaque animal, chaque lot, chaque jour, on doit assurer leur bien-être.